Bonjour, donc je m'appelle Marc Peter, je travaille à la direction des espaces publics et naturels et j'ai aussi une casquette de correspondant ville handicap au sein de ma direction. Et mon parcours de carrière a été principalement dicté par une étape importante, c'est-à-dire j'ai été chargé en tant qu'ingénieur travaux sur la construction des deux premières lignes tramway, donc sur les aménagements de surface qui nous a obligés à travailler énormément sur le domaine du handicap, puisque vous le savez certainement, Strasbourg était la première ville en France à avoir un tramway à plancher bas intégral. Donc il était important aussi que les personnes arrivent jusqu'au tramway. Ça ne sert à rien d'avoir un tramway accessible si on n'arrive pas au tramway. Donc, je vais vous présenter un petit peu les étapes d'élaboration du plan de mise en accessibilité de la voirie, des espaces publics dans ma collectivité. Les quelques étapes principales, tout doit démarrer par la prise d'un arrêté communautaire qui acte le démarrage de l'élaboration du PAV. Une étape très importante, collaborative avec les associations. Je vais vous détailler un petit peu le travail qui a été mené avec eux. Sur cette base-là, un travail de réflexion sur la méthode de travail. Je vous montrerai aussi les différentes étapes. Ensuite, il faut aller sur le terrain, voilà, faire tous les levés, proposer une programmation sur la base de coûts, donc on travaille sur les estimations des coûts. Et l'étape finale, c'est l'approbation du PAV en Conseil de l'Eurométropole avec une révision qu'on a choisie à peu près tous les 3 années. Alors, quelques petites photos pour vous montrer un petit peu le type d'anomalie qu'on relève un petit peu sur le terrain. Il y a un petit peu les obstacles, armoires, autres ou candélabres qui sont sur les trottoirs, l'absence des abaissements de trottoirs ou de dispositifs pour les aveugles. Alors, on va toucher principalement 2 types de handicap, le handicap aveugle et moteur. Voilà encore d'autres types d'anomalies qu'on va relever, mais on y allait, comme je vous le montre sur la photo de gauche, à aller jusqu'à relever les débords des propriétés privées, genre arbres ou autres, qui débordaient sur les trottoirs. Ça a aussi fait l'objet du relevé. Alors, première partie, c'est déjà sur la base de l'arrêté du 15 janvier 2007, dresser un petit peu toute la liste des anomalies qu'on allait relever sur le terrain et les classer aussi par famille pour retrouver un petit peu, vous le verrez dans des documents graphiques, retrouver un petit peu cette information. Mais derrière aussi, par type d'anomalie ponctuelle, y mettre un petit chiffrage pour estimer le coût de levée de cette anomalie qui nous permettra de proposer un chiffrage global en vue d'une programmation. Alors là, voilà, je vous ai juste affiché 2 familles principales qu'on a relevées, la planalité du sol, voilà, un petit peu sur les dévers ou autres, et sur le relief, c'est principalement les obstacles qui ressortent du sol, les armoires, les candélabres ou autres. Et ça ne nous a pas suffi. L'arrêté, si on le prend tel quel, c'est accessible ou pas accessible, c'est blanc ou noir. On travaille sur avec les associations. Je vais vous donner un exemple. On parle de 1,40 m libre de tout obstacle sur le cheminement au niveau des trottoirs. Alors que finalement, quand la personne arrive dans un bâtiment, au niveau de la porte, on va accepter 90 cm de largeur. Avant l'arrêté de 2007, on a accepté aussi des rétrécissements ponctuels de 90 cm au niveau des trottoirs. Donc on a travaillé avec les associations pour définir des degrés d'inaccessibilité selon 3 partie, l'inaccessible, le peu praticable et l'inconfortable. Donc l'inaccessible, effectivement, là, on ne peut pas du tout passer, mais il y a des degrés intermédiaires, et ces degrés et ces
ces limites ou ces bornes ont été définies avec les associations en faisant pratiquement 4 parcours sur le terrain et en définissant, en regardant individuellement les problèmes d'accessibilité en fonction des types de handicap. Alors, je vais juste revenir un petit peu en arrière parce que je suis allé un petit peu trop vite. Dans notre classification et dans notre code d'anomalie, on a aussi essayé de cibler le type de handicap que ça concernait, notamment donc la deuxième colonne, si c'était principalement un handicap moteur ou handicap visuel qui était concerné. Dans une volonté peut-être ultérieure de proposer des parcours adaptés en fonction des types de handicap. Je vous rappelle qu'on est en 2009-2010, hein, on est un peu loin de la LOM. Ce qui nous a fait, une fois qu'on était parti sur les levées sur le terrain, donc ce qui nous a pris à peu près 1 an et demi, la moitié a été fait en régie, et pour que ça avance plus vite, on a lancé un marché complémentaire avec des cabinets de géomètres. Une visualisation, donc un plan par commune ou par quartier qui visualise bien le type d'anomalie rangée par famille. Donc, relief, planarité, comme je vous ai montré un petit peu, aspect dimensionnel, avec un code couleur par degré d'inaccessibilité, mais j'ai aussi souhaité à l'époque qu'on travaille aussi sur la texture de l'affichage de ces points. Toujours réfléchir, il y a des gens qui me voient, surtout dans le domaine du handicap, peut-être un petit peu moins bien, ou qui ont des problèmes avec des couleurs, donc on a aussi travaillé sur la texture. Ma volonté, c'était que le plan soit compréhensible même en noir et blanc. Travail supplémentaire, on n'avait pas fini dans une volonté de programmation, en se disant sur tout un quartier, toute une commune, il y a peut-être des endroits plus intéressants à traiter en premier. Je pense au vraiment centre-ville, proximité des commerces ou des ERP principaux, qui était plus important de traiter en premier, donc échange avec les communes ou les directions de territoire pour leur demander quels étaient les secteurs ou les rues à hiérarchiser en une programmation. Donc là, je vous montre le code couleur avec 2 parties principales, la verte, première intervention, et la rose, intervention à proximité. Alors, donc, première partie, degré d'inaccessibilité. Deuxième partie, hiérarchisation, ce qui nous a permis un petit peu de mouliner un petit peu ces données et proposer une grille de répartition de la dépense globale par commune. Ce qui a donné ce type de tableau-là, où vous voyez un chiffrage sur le degré d'inaccessibilité et aussi classé par secteur. Donc, prioritaire, immédiat ou autre, ce qui permettait à chaque commune d'avoir une approche où j'attaque en premier l'inaccessible, par exemple, sur le plus logique, sur le secteur prioritaire. Ce qui permet, par exemple, pour cette commune, de se dire, la première douloureuse, si je veux mettre tout en accessibilité, c'est 1 800 000 €, mais si j'attaque vraiment l'inaccessible sur le secteur le plus important, on va dire le budget à prévoir descend à 280 000 €. Alors, ce travail-là, bien sûr, fait sur les 28 communes et les nombreux quartiers aussi de la ville de Strasbourg. Ce qui nous donne, je vais passer assez rapidement sur ce tableau-là pour ne pas déborder, on a relevé plus de 60 000 anomalies sur le territoire et au fur et à mesure des révisions, il y a une baisse des anomalies. Je vous expliquerai un petit peu comment elle baisse, mais lorsqu'on intègre, on fusionne des communes supplémentaires, on intègre aussi des anomalies supplémentaires. Donc à un moment, le gain s'est un petit peu estompé en intégrant des communes supplémentaires. Le maintien de la base, comment ça se passe actuellement? On fonctionne principalement par suppression des anomalies. Chaque anomalie ayant un numéro propre,
Il y a trois sources principales au niveau des travaux sur l'espace public. Il y a des services maîtrise d'ouvrage qui réalisent leur opération. Et dans le cadre du transfert de l'ouvrage, font une fiche et en fin de compte, le service gestionnaire de la base supprime les anomalies sur les endroits où il y a une intervention. Il peut y avoir aussi des interventions ponctuelles du service gestionnaire, donc il y a des fiches de différents niveaux pour supprimer un petit peu ces anomalies, sachant que la base, initialement, vous avez vu la première représentation, c'était, je me rappelle, en les années 2010-2011, c'était sur une représentation AutoCAD avec un fichier Excel joint pour gérer les attributs. Tout a été basculé sous le logiciel QGIS qui permet qui est vraiment plus adapté. C'est un système d'information géographique pour gérer ces données et faire des extractions. L'extraction a lieu notamment lors de l'élaboration d'un cahier des charges pour une nouvelle opération où il y a un volet accessibilité avec l'extraction des anomalies sur le secteur qui sera concerné par les travaux. Et cette partie-là pour être enseignée lors de la remise de l'ouvrage qui pointe la suppression des anomalies qui existent. Alors, comment ça se représente actuellement? Sous QGIS, vous voyez un petit peu l'évolution par rapport au plan AutoCAD de l'époque. Chaque point, lorsqu'il est pointé, on va retrouver le code d'anomalie, l'année de levée de cette anomalie. Et éventuellement, il y a la gestion aussi de la suppression de l'anomalie, sachant que dans la base, le point n'est pas supprimé, bien sûr, il y a juste une date de suppression de l'anomalie qui est rajoutée dans les attributs. Et étape finale, c'est basculer le tout en open data sur la ville de Strasbourg, où on va retrouver point par point, vous avez le code d'anomalie et le type d'anomalie, et ce qui permet effectivement d'utiliser ces données en vue d'applications ultérieures. Voilà. Je suis allé un petit peu vite, mais moi j'ai respecté mon temps. Et voilà, je reste pour toutes d'autres questions. Merci beaucoup Marc pour la présentation de cette démarche. Alors j'aurais une première question à vous poser. C'est en voyant les captures d'écran que vous nous présentez dernièrement là, est-ce que le PCRS vous est utile pour gérer l'accessibilité Alors, il nous a été utile dans notamment par rapport à la saisie sur le terrain. Alors, on est passé par deux phases. La phase 2010-2011 de levée sur le terrain, où on n'avait pas les outils genre tablette ou autre qu'on a actuellement pour importer ces parties-là. Donc, on a fonctionné avec des mappeurs, style Magellan ou autre, ou avec le service géomatique et conseil de connaissance du territoire, on a dû faire des exports un petit peu allégés pour pouvoir avoir des fonds de plan pour pouvoir saisir un petit peu sur le terrain. Et la deuxième phase pour l'intégration des 5 nouvelles communes, donc en 2018, quand on a fait le travail, là il y a vraiment eu un travail avec le service géomatique et connaissance du territoire qui nous a mis à disposition des tablettes avec des menus déroulants sur lesquels on pouvait pointer le type d'anomalie et le pointer carrément sur le fond de plan et le positionner précisément. Donc oui, bien sûr, le PCRS, c'est la base du lever sur le terrain. On a, alors ce que j'ai pas dit, voilà, on a parcouru à peu près 1500 km sur le terrain. Il y a des gens qui ont marché, c'est sûr. Mais la volonté, c'était vraiment avoir un inventaire très complet, commune par commune, et pas dire mon plan de
que on passe, c'est des recommandations générales. Voilà, donc, sur ce type d'abaissement non réalisé, voilà l'aménagement type qu'il faut réaliser. Ça, effectivement, là aussi, mais là, on a vraiment l'inventaire très précis de chaque type d'anomalie. Ok. Merci beaucoup, Clara. Est-ce que tu as repéré quelques questions auxquelles Marc pourrait répondre? Oui, alors la première a été répondue concernant les périphériques utilisés pour la saisie de terrain, donc des Magellan. Une deuxième question. Je les mets sur le bon coin, hein. Il ne sert à plus rien si jamais ça intéresse. Oui, parce qu'effectivement, ça datait, ça datait un peu. Qui rejoint alors une question plutôt en lien avec un reversement de ces données. Est-ce qu'il y aurait une volonté de passer ça dans OpenStreetMap? Donc c'est une des questions qui est posée. Alors, cette partie-là, moi, je ne peux pas vous répondre. On vous répondra en décalé puisque maintenant, ces données-là sont transférées à un autre service gestionnaire ou autre. Mais après, je vois pas la difficulté de le faire. Ok. Et là, merci. Le dernier petit point, c'était en lien avec effectivement donc ça date un peu cette démarche, mais elle est quand même maintenue. Il y a certainement aujourd'hui un nouveau standard utilisé dans QGIS, un profil NetEx, ça fait partie de la question, donc posée par Madame Diligent. Est-ce que ça c'est une évolution qui est prévue de la donnée, par exemple? Alors ça c'est une question que M. Trévisan aurait pu répondre, mais là il n'est pas en ligne. Donc ça on va aussi vous répondre en décalé. Hein. On répondra en décalé. Très bien. Voilà. Très bien. Ben, écoutez, merci à tous. Donc il y a pas mal de questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Elles sont bien notées, elles seront transmises aux intervenants et on les mettra